Et donc, bonsoir à toutes et tous, bienvenue à la Bibliothèque protestante du Stift, du moins à l'une de ces conférences, celle qui ouvre la dernière ligne droite de notre programmation culturelle de 2025, puisque jusqu'à la semaine prochaine, nous aurons encore, outre notre conférence d'histoire mensuelle, conférence d'histoire de l'art, mardi 25, nous aurons encore deux conférences d'actualité. Jeudi 20, donc après-demain, nous accueillerons un autre auteur, Laborette Fides, bien connu du protestantisme alsacien, puisqu'il s'agit du pasteur Philippe François, pour sa nouvelle anthologie, cette fois consacrée au rapport long et fécond entre Bible et poésie. Et puis, lundi prochain, nous recevrons un autre pasteur, originaire de l'EPUDF, cette fois Jean-Luc Blanc, pour notre conférence annuelle en partenariat avec le groupe d'amitié islamo-chrétienne du Bas-Rhin, dans le cadre des semaines de la rencontre islamo-chrétienne. Mais pour l'heure, nous sommes très heureux d'accueillir une autrice, Laure Borgomano, et son éditrice, Marion Muller-Collard, pour une conférence à laquelle sont associés plusieurs de nos partenaires, évidemment la librairie Oberlin, mais aussi pour ce soir, RCF Alsace, la faculté de théologie protestante de l'UNISTRA et l'association Spiritualité et Culture. Merci à toutes et tous d'avoir permis la tenue de cette conférence. Le livre dont il va être question ce soir, apparu il y a déjà plusieurs mois, et est intitulé La réserve, pudeur, ressources et résistance partant de crise. Il a reçu un accueil critique très favorable, notamment dans les pages du Monde et côté suisse dans celle du Temps. Laure Borgomano est agrégée de lettres, ancienne élève de l'ENA, titulaire d'un doctorat de philosophie de la faculté de théologie de Genève et d'un doctorat de sémiologie du cinéma de l'université de Grenoble. Sa réflexion puise notamment dans son expérience au ministère de la Défense et comme conseillère à la représentation permanente de la France à l'OTAN. Avant de céder la parole à nos oratrices, je donnerai simplement deux extraits des recensions des quotidiens que j'ai précédemment cités. Dans Le Monde, Florent Georgesco écrit « La virtuosité conceptuelle n'est qu'une manière pour Laure Borgomano d'approcher au plus près les réalités qu'elle veut saisir, dont l'enjeu, aujourd'hui plus que jamais, se révèle existentiel. » Et sa consoeur du temps, Lisbeth Kouchoumoff-Armand, parle quant à elle d'un livre de philosophie aussi lumineux que porteur d'espoir. Donc merci à vous, Laure Borgomano, et merci Marion d'avoir réservé de votre temps pour cette présentation ce soir, et bonne rencontre à toutes et tous. Merci beaucoup Thomas pour cet accueil, merci à toutes et tous d'être venus à cette rencontre qui me tient particulièrement à cœur. Laure, vous le savez que ce livre a été important dans ma vie d'éditrice et que j'ai souvent eu l'occasion de vous en entendre parler, mais jamais eu l'occasion de vous en faire parler. Donc je suis particulièrement heureuse de cette soirée. Voilà, il y a eu par Thomas une présentation de votre curriculum vitae qui est assez impressionnant, qui est un parcours à la fois très riche, un petit peu atypique aussi peut-être. Et je voudrais rentrer dans le livre par un extrait, un des seuls extraits où vous osez parler d'un point de vue un petit peu plus personnel, et j'aimerais entrer avec cette lecture de ce petit passage. Du premier contact avec l'univers des camps de concentration, jamais personne ne sort indemne. Pour moi, cela a pris la forme de deux photographies sidérantes. Je devais avoir tout juste 7 ou 8 ans quand, en parcourant une revue consacrée à la Seconde Guerre mondiale, deux clichés m'ont littéralement sauté au visage. Deux photographies d'êtres humains qui m'ont plongé dans une totale confusion. La première avait saisi un homme comme je n'en avais jamais vu. Un corps n'ayant plus que la peau et les tendons sur les os, jeté sur le dos, les bras en croix sur un morceau de corps calciné. Sur un monceau, de corps calciné. Le visage semblait étonnamment vivant, les yeux entr'ouverts, les joues envahies par une barbe légère, mais le reste du corps était un squelette, sans chair, sans entrailles, sans sexe. L'image était sous-titrée « Le nouveau Christ crucifié ». J'appris beaucoup plus tard qu'il s'agissait d'un cliché pris à l'ouverture du camp de Mauthausen. Un peu plus loin, une seconde photographie, rassurante, présentait l'icône familière d'une scène intime qui aurait pu figurer dans l'album d'une famille bourgeoise, papa, maman et leurs enfants. Un petit garçon rêveur et des petites filles bien sages, leurs soquettes blanches bien tirées sur leurs petits mollets, des nœuds de ruban dans leurs boucles blondes. C'était une des photos de propagande de la famille Goebbels, et j'en savais déjà suffisamment, à 7 ou 8 ans quand même, sur la guerre pour saisir globalement le lien qui unissait la première image à la seconde. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que la famille Goebbels pouvait être si sympathique,
si familière, et l'autre corps si terrifiant. La confusion et la colère que je ressentais tenaient à cette intuition qu'il y avait là deux formes de vie humaine incompatibles, et pourtant irrémédiablement liées l'une à l'autre, des humains comme moi, nous tous de la même et seule espèce. La question était alors de savoir qui j'étais moi comme être humain, ce qu'on attendait de moi, ce que je devais être. Ma réponse intuitive fut ni l'un ni l'autre, mais alors quoi? Dans un premier temps, et faute de moyens conceptuels plus élaborés, j'avais 8 ans, j'en ai retenu une solide aversion pour les soquettes blanches et les rubans dans les cheveux. Mais l'interrogation est restée. Qu'est-ce qui caractérise un être humain, au-delà de son image? Qu'y a-t-il dans une image? Que voit-on au-delà? Voilà, j'avais envie de commencer avec cet extrait parce qu'il vous présente autrement que par votre curriculum vitae, il vous présente aussi dans un axe sensible d'un être dès la petite enfance saisi par des questions d'une grande profondeur qui ont d'énormes enjeux, et c'est à partir de ces questions-là en fait que vous déployez à la retraite, loin de ce temps de la petite fille, cette notion de réserve dans toute sa polysémie, et on va en parler ensemble. Cette question de la catégorie des êtres humains, elle se retrouve à un autre niveau dans votre livre. Vous dites ici ni l'un ni l'autre, ni une enfant Goebbels, ni une rescapée des camps. Et vous dites aussi ni l'un ni l'autre sur la question du héros ou du salaud, qui va en fait s'ouvrir avec cette figure du refusant qui est élaborée avant vous par un chercheur dont j'ai complètement oublié le nom, vous allez nous le dire. Et votre question de départ, c'est de dire qu'est-ce qui fait que dans des situations d'extrême violence, que vous avez pu connaître quand vous travaillez à l'OTAN, notamment sur l'impact des populations civiles dans les conflits armés, ces populations qu'on oublie souvent, qu'est-ce qui fait en fait que quand on est quelqu'un d'assez ordinaire, qu'on n'est ni un héros, ni dès le départ d'un conflit porté à une résistance active, idéologique, ni un collaborateur complètement soumis à des ordres d'un État des fois qui part en vrille. Qu'est-ce qui fait qu'on va s'insurger ou tout à coup dire non? En fait, vous donnez plusieurs exemples. La plupart de vos documents sont issus de la littérature des camps ou également du cinéma dans une autre partie du livre. Et en fait, cette question de qu'est-ce qui va être le moteur en fait à dire tout à coup non, je ne fais plus monter ces gens dans ce train, non, je ne fusillerai pas la personne qu'on me demande de fusiller. Ce refus-là, vous la déployez sous forme de réserve, avec toute cette polysémie que vous en tirez. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour vous pour trouver tout à coup ce mot de réserve et son condensé que vous allez déployer sur toutes ces pages effectivement lumineuses? D'abord, je vais remercier Thomas et Steve de m'avoir invité, remercier aussi Marion d'avoir saisi l'occasion et de publier ce livre qui en fait était une thèse au départ. En ce qui concerne les soquettes blanches, comme vous pouvez voir, j'ai pas changé et j'ai pas non plus de nœuds dans les cheveux. L'histoire des refusants, en fait, c'est pas tout à fait ça. La chose qui m'a le plus préoccupée, d'abord, j'ai pas passé mon temps quand même de 7 ans à 77 ans à penser uniquement à la déportation, mais je veux dire, je suis juste de la génération, je suis pas la seule ici, de la génération pour laquelle la guerre faisait partie, non pas du quotidien, parce que je suis née après, mais pas tellement longtemps après. Mais mon père avait été prisonnier pendant 4 ans, ma mère avait traversé aussi la guerre, perdu des amis, j'ai des cousines qui ont été déportées, enfin bref. La guerre était au fond quelque chose qui faisait partie du quotidien. Alors ça faisait pas partie du quotidien parce qu'on passait pas son temps à en parler, mais c'était quelque chose au fond d'assez simple, hein. Ça n'était pas excessif. Et quand j'ai commencé à travailler à l'OTAN, enfin au ministère de la Défense, je me suis aperçu aussi, je savais quand même qu'il y avait des guerres partout, mais je me suis aperçu qu'au fond, il y a quelque chose de très naturel.
à être dans un conflit, et en même temps de parfaitement, je ne sais pas comment dire, aporique, c'est-à-dire que dès que des populations civiles sont dans un conflit, elles sont forcément les traîtres de quelqu'un. Parce qu'il faut choisir, et choisir dans un conflit dont en fait on ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants, ça signifie souvent trahir quelqu'un pour un autre, parfois le même camp. Et alors la question qui se pose, c'est où est l'éthique quand les situations ne sont plus du tout éthiques, qu'il n'y a plus d'institutions, que les institutions se sont retournées, c'est-à-dire que le droit finalement dit exactement le contraire de ce à quoi vous avez été, ce pourquoi vous avez été élevé et ce à quoi vous croyez, ben qu'est-ce qui reste? Et la question vraiment, elle est née après quand j'ai commencé à travailler sur les questions de la déportation, un peu par hasard, parce que j'ai rencontré un jour dans un café à Bruxelles un monsieur qui m'a paru immédiatement extrêmement charmant. Et donc on a commencé à travailler. Il m'a dit je travaille sur le viol. Et je viens d'écrire quelque chose sur Lucrèce, sur le viol de Lucrèce, et ça s'appelle « Pourquoi fallait-il qu'elle meure ?» Parce que Lucrèce, après tout, elle est violée par Tarquin. Elle dit à son père et à son frère, qui sont incroyablement compréhensifs pour l'époque, qu'elle a été violée, qu'elle a été forcée, parce que Tarquin lui a dit « Mais si tu te refuses à moi, j'égorge un petit esclave, je t'égorge, j'égorge aussi un petit esclave à côté de toi, et je dirais que je vous ai surpris dans une position non équivoque, etc. Enfin, équivoque. Et la question que se posait ce monsieur, c'était, dans la question du viol, pourquoi les femmes violées sont toujours suspectées de ne pas s'être débattues suffisamment, avec l'idée, ou bien, si elles vraiment n'étaient pas consentantes, eh bien, elles auraient dû être assassinées, et si elles ne sont pas assassinées, ça signifie que d'une certaine façon, elles y ont participé. Et il mettait ça en rapport avec la suspicion qui pèse sur les otages qui rentrent de captivité, sur les prisonniers de guerre qui s'évadent, et en particulier, pendant la Seconde Guerre mondiale, le fait que les gens qui échappaient à la Gestapo ou au camp étaient quand même étaient soupçonnés d'une certaine façon d'avoir collaboré avec l'ennemi. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il appelait ça le soupçon sur le survivant suspect. Et j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. J'ai commencé à relire plutôt, mais plutôt à lire de façon très très attentive tout ce qu'on pouvait avoir sur les camps, et je me suis aperçue qu'on a une idée très binaire et très simpliste de ce qui s'est passé dans les camps. En particulier, chose qui avait scandalisé Hannah Arendt, c'est le fait que les camps et les ghettos étaient en fait administrés, si je peux dire, excusez-moi, je vais prendre je commence déjà, étaient administrés par les prisonniers eux-mêmes. Voilà. C'est-à-dire, en quelque sorte, forcés non seulement de jouer contre leur camp, mais d'être eux-mêmes responsables souvent de la mort de certains de leurs camarades. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces situations? Voilà. Et c'est ça qui vous conduit à j'ai presque envie de dire à créer ce mot de réserve, parce qu'à la fois c'est un mot très familier, mais une fois qu'on vous a lu, il résonne avec une profondeur inhabituelle, et notamment parce que vous en déployez toute une polysémie qui fait que vos propos en fait se déploient et se répondent les uns aux autres à travers cette polysémie de la réserve comme pudeur, la réserve comme ressource aussi, et la réserve comme retenue également. Et alors peut-être d'abord, si on commence comme dans le livre, par la réserve comme pudeur, quel lien vous faites entre cette capacité à créer un espace en soi où serait sauvegardé quelque chose de l'éthique,
dans une situation de pression extérieure extrême, dans des situations, vous le dites plus ou moins, cette expérience des camps, en fait, c'est un effet de loupe. C'est une situation tellement extrême qu'elle vous sert, en fait, à mettre en évidence, de façon peut-être plus aiguë que d'autres exemples encore, ce que vous cherchez à créer avec cette réserve qui devient un lieu qu'on voit apparaître en soi, en fait, à mesure de la lecture. Et vous commencez par la réserve comme pudeur. Et c'est vrai qu'on ne s'attend pas forcément à ça. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu pourquoi? Alors, en fait, il faut revenir sur cette idée des refusants. Quand je me suis dit que j'allais essayer de répondre à la question d'Hannah Arendt, en toute simplicité, comment ont-ils pu consentir? Est-ce qu'il n'y avait pas une troisième voie? La troisième voie, c'est-à-dire entre la compromission, la collaboration, et ou au contraire, l'acte héroïque, voire le sacrifice de sa propre vie. Et c'est tout à fait par hasard, donc je cherchais un fil directeur, parce que pour une thèse, il faut un fil directeur, sinon on se perd. Et par hasard, donc j'ai trouvé dans un texte un type qui est plutôt un journaliste et sociologue, qui s'appelle « Comment devient-on un refusant ?» Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est pas de devenir un refusant. Mais il dit, il met en évidence qu'il y a dans les situations de crise des... J'ai l'impression que je regarde que la moitié. Je vais me tourner, comme les chefs d'orchestre à la fin. Il dit, voilà, il y a donc ces personnes qui, tout d'un coup, alors que des cheminots qui faisaient rouler des trains où il y avait des juifs dedans, des gens qui collaboraient avec Vichy et qui, tout d'un coup, un jour, se portent au secours de populations qui leur sont loin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne savent pas du tout pourquoi ils l'ont fait, ce qui fait qu'ils n'en parlent pas. C'est un sujet qui n'est pratiquement jamais étudié. Ils n'en parlent pas, ils sont même plutôt embarrassés. Ils ne deviennent pas résistants pour autant, ils ne rentrent pas dans un... Voilà, et quand plus tard, ceux qui sont sauvés, c'est vraiment des anonymes qui sauvent des anonymes, et quand plus tard, par hasard, un qui a été sauvé les retrouve, et puis qui dit « Ah, vous étiez les justes, etc. » Ils sont sacrément embarrassés. Et je me suis dit ça, alors c'est quand même incroyable. Voilà des gens qui avaient, sans qu'ils le sachent en eux-mêmes, des réserves d'éthique, qui avaient donc quelque part en eux quelque chose qui appelait l'éthique, mais qui jusqu'à présent, enfin, jusqu'au moment où Elsa se déclare, n'étaient pas très conscients, et qui ensuite sont réservés. Et je me suis dit, voilà, le terme réserve, c'est le terme, au fond, qui permet de comprendre à la fois la réserve comme une ressource, ils avaient des ressources éthiques, il doit y avoir un lieu, quelque part, un lieu, mais où cette réserve éthique existe, et ensuite ils sont réservés. Et je me suis dit, bah, je vais faire une thèse sur la réserve, c'est très bien. Et alors, j'ose à peine vous dire à quel point c'est compliqué de trouver un directeur de thèse de recherche qui trouve que c'est une idée géniale, la réserve. Mais j'en ai trouvé un. Voilà. Enfin, j'en ai trouvé un, il m'a été indiqué plus exactement. Et j'ai donc sollicité Guylain Waterloo, qui a dit tout de suite que, alors ça c'est vraiment très très bien, hein. Voilà. Et donc c'est la réserve au fond qui est arrivée à cause des refusants. Et ensuite, je me suis dit, ben, réserve, c'est à la fois, quand on parle de quelqu'un qui est réservé, c'est une attitude, et c'est souvent lié à la pudeur. Après, c'est aussi des réserves, des pots de confiture, ou des réserves spirituelles. Et pour finir, c'est un espace où on met au présent des ressources en fonction d'une expérience passée pour le futur. Voilà. Et là, quand on parle de réserve pour les femmes, on parle souvent de la pudeur. Et je me suis dit qu'au fond, la première chose qui avait été attaquée dans les camps, surtout pour les femmes, c'était justement la pudeur. C'est-à-dire la façon dont le corps est extrêmement fragile et vulnérable. Voilà. Pour vous laisser le temps de chasser ce chat dans la gorge, je lis un extrait qui fait écho à cette question de la pudeur, justement, et que vous tirez de Primo Levi, donc qui décrit exactement cet attentat permanent à la pudeur dans les camps. Chacun est resté sans oser lever les yeux sur les autres. Il n'y a pas de miroir, mais notre image est devant nous, reflétée par 100 visages livides.
sans pantin, misérable et sordide, alors nous nous apercevons que notre langue manque de mots pour exprimer cette insulte, la démolition d'un homme. Plus rien ne nous appartient. Ils nous ont pris nos vêtements, nos chaussures et même nos cheveux. Ils nous enlèveront jusqu'à notre nom. Et si nous voulons le conserver, il nous faudra trouver en nous la force nécessaire pour que derrière ce nom, quelque chose de nous, de ce que nous étions, subsiste. Il y a aussi cette réserve du refusant, mais cette réserve de celui qui va devoir survivre quand on veut tout lui prendre. Et vous dites, ça ne m'intéresse pas comment on devient refusant, et c'est assez logique par rapport à ce que vous venez de dire, puisque vous postulez qu'on ne devient pas refusant, mais qu'on est porteur d'une réserve, qu'on a constituée. Comment et qui va faire qu'on est des potentiels refusants. On a tendance à penser que c'est la situation extrême de la violence à laquelle on demande aux refusants d'être complices, ou de la violence imposée à la victime, qui va créer la résistance. Et vous postulez autre chose, vous postulez que c'est cette réserve, justement. Alors la question qu'on a envie de vous poser, c'est comment est-ce qu'on peut la constituer? En fait, qu'est-ce qui fait que cet espace en soi, qui devient assez concret, c'est une lecture aussi très intime, c'est une lecture très politique, mais très intime pour chaque lecteur, je pense. Parce qu'on sent en soi se pousser cet espace, et on voit bien qu'il était là, et que c'est votre enquête et votre façon de le contourer, en fait, qui le met au jour, qui rend cette réserve performative. Le fait que vous en parliez, le fait qu'on s'interroge, on dit, ce serait quoi cette réserve qui nous permettrait, nous aussi, peut-être, et de survivre éthiquement, et de survivre peut-être juste physiquement, spirituellement. Voilà, bon, qu'est-ce qui... En réalité, j'en sais rien. J'ai fait plusieurs hypothèses en parlant, justement, en essayant d'examiner le mot simplement. Après tout, je suis littéraire, hein. Donc j'ai regardé dans les dictionnaires et cette réserve, c'est vrai, c'est toujours... alors c'est un lieu qui combine à la fois l'espace et le temps. Ce sont des ressources, c'est une attitude. Il doit y avoir un fil directeur dans tout ça, il doit y avoir quelque chose. Mais pour que ça devienne éthique, il faut que j'essaye de comprendre ce qui peut se faire dans le cœur humain qui tout d'un coup provoque ça. Alors j'ai essayé la pitié selon Rousseau, vous savez, c'est le deuxième des grands principes, après l'amour de soi, pas l'amour propre, hein, l'amour de soi et la pitié. Il dit même les animaux sont capables de pitié pour leurs semblables. J'ai essayé l'émotion avec Bergson, l'émotion, la morale close, la morale ouverte, voilà. Et au fond, ce qui m'a le plus convaincu, c'est plutôt une vision, une vision qui est tantôt métaphysique chez Lévinas, tantôt philosophique, anthropologique chez un penseur qui s'appelle Maldiné. Cette idée, ou tantôt psychanalytique chez Winnicott, c'est cette idée qu'il y aurait en nous un espace qui se constitue presque anthropologiquement. Pour Winnicott, c'est ce qu'il appelle l'espace transitionnel, l'espace potentiel. Alors c'est pas l'histoire du doudou, hein. Il dit, le petit enfant, le nourrisson, il apprend tout seul, il apprend à comprendre ce qui dépend de lui, ce qui dépend des autres, ce qui est à l'intérieur, ce qui est à l'extérieur, ce qui est la subjectivité, ce qui est l'objectivité. Et au fond, c'est un apprentissage, dit-il, qui est commun à tous dans l'enfance. Si on n'a pas une enfance, si on n'est pas dans une famille trop dysfonctionnelle qui précipite les enfants contre le mur, ou qui ne leur donne pas à manger, petit à petit, ça crée une relation de confiance avec le monde extérieur. Mais c'est toujours une forme de... C'est un mouvement finalement qui prépare à la symbolisation, à la culture, à la religion, à la politique. Et il dit, nous adultes, nous n'en finissons pas de faire ça. C'est-à-dire que ce qu'il y a de plus intime en nous, cette réserve intime, qui est aussi liée à la pudeur, etc., eh bien, elle est sans arrêt en lien avec l'extérieur, avec alors ce que Nathalie Salzman appelle la Kulturarbeit, enfin après Freud, c'est-à-dire ce mouvement de civilisation, de culture, qui est à la fois le résultat et l'environnement dans lequel on vit, et que
que nous contribuons aussi à façonner. C'est-à-dire nous le façonnons aussi avec le mensonge, avec la haine, avec le meurtre. Et donc tout ce que nous faisons, tout ce qui est le plus intime en nous est aussi profondément relié à tout ce qui est à l'extérieur. Et notre capacité à symboliser tout ça, eh bien, elle est donnée dès l'origine, mais elle peut être aussi écrasée par des Winnicott et pas tombé de la dernière pluie. Il dit que ça n'est possible que s'il y a eu des bonnes conditions au départ, enfin en tout cas, et aussi si la vie ne vous a pas totalement écrasé. Il fait justement référence aux camps de concentration. Il dit dans les camps, il y en a qui se sont laissés mourir, c'est ceux que les Primo Levi, enfin c'est ceux qu'on appelait les musulmans, non pas en référence à l'islam, mais c'est un terme qui s'était développé comme ça dans les camps. Il y avait d'autres termes mais musulman, c'est celui qui, au fond, a le mieux traversé les différentes langues, parce que c'était le même mot, muslim, musulman, voilà, tout le monde comprenait. C'est-à-dire des personnes qui se laissent mourir, en fait, c'est-à-dire qui ne luttent plus. Et pour Primo Levi, il dit ce sont les seuls vrais témoins, ce sont ceux-là, les témoins des camps, c'est ceux précisément qui ne peuvent plus parler, parce qu'ils se sont laissés mourir. Ceux-là, ils sont allés jusqu'au bout de ce que le camp a fait d'eux. Mais pour Winnicott, et même pour un philosophe arabe du IXe siècle qui s'appelait Averroès, cet espace intérieur est au fond un espace, c'est pas un espace éthique a priori, c'est plutôt un espace de symbolisation, ce qui nous permet de transformer ce qui nous arrive, et qui pourrait être après tout de la simple pulsion et perception. Ça nous permet de transformer tout ça en images, en concepts, en récits aussi. Voilà. Et ce qu'on voit, alors je reviens sur la pudeur, quand la pudeur est violée, ce qui se passe, c'est que précisément cet espace intime, la pudeur, quand j'ai commencé à essayer de comprendre, enfin de voir ce que c'était chez les Fizeaux, j'ai été absolument terrifiée de la pauvreté. Il n'y a pas vraiment de véritable analyse de la pudeur. D'abord, Scheller était un type particulièrement impudique et tout à fait amoral, mais il a parlé il parle de la pudeur. Jean Kelevitch trouvait quelque chose toujours, alors cette espèce de truc un peu l'homme entre l'âme, entre la bête, et voilà. Tout ça marche assez mal, à vrai dire. Le texte qui m'a le plus frappé, c'est juste une phrase chez Kierkegaard, dans le concept de l'angoisse, il ne parle pas du tout de la pudeur. Puis tout d'un coup, il parle de la pudeur. Et il dit, eh ben voilà, la pudeur, on ne sait pas ce que c'est. C'est la chose la plus énigmatique qui soit. Ça n'est pas lié, ce n'est pas d'abord sexuel ou sensuel. C'est le sentiment, il dit, on peut mourir de honte et une pudeur blessée et de toutes les douleurs la plus insupportable, parce que la plus énigmatique. J'ai trouvé que ce type vraiment avait compris intuitivement ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est ? Bien, c'est parce que notre intime, c'est pas du tout notre pudeur sexuelle ou sensuelle, c'est véritablement le corps, l'âme, l'esprit, d'accord ? Mais c'est aussi tout ce qui nous relie à notre histoire, à nos proches, à notre famille, à notre environnement. En fait, dans l'intime, on n'est jamais seul. L'intime, c'est pas du tout une notion de profondeur, c'est une notion vraiment de relation. Et d'ailleurs, le premier qui en parle, c'est saint Augustin. Chez les protestants, je peux dire ça. Augustin, et qui dit, qui cherche Dieu, et il dit, mais Dieu, je le cherchais à l'extérieur, je me précipitais sur toutes les choses belles qu'il a faites. Et au fond, dans sa conversion, il y a un texte magnifique qui s'appelle « Trop tard, bien tard, je t'ai aimé, aux beautés si anciennes et si nouvelles ». Je peux vous le réciter en latin, parce qu'en latin, c'est magnifique. Et il dit à Dieu, je te cherchais dehors et tu étais dedans. Intus eras, tu étais à l'intérieur de moi, et ego foris. Et moi, je te cherchais dehors. Et sur toutes ces choses magnifiques que tu as faites, moi, tes formis, moi qui suis, inis ta formosa que fecesti, tes formis erueban, moi qui suis sans forme, je me précipitais. Puis tout d'un coup, il a ce texte qui est fantastique,
qui est un très très beau poème en prose latin, et qui dit, en fait, il prend les 5 sens, le toucher, l'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher, le goût, et il en fait une expérience véritablement spirituelle. Il dit, alors il n'a pas trouvé Dieu par déduction, ni comme ça, par conviction. Au fond, il est intimement possédé par Dieu, mais corporellement. Il dit clamas, ti vocas, ti etropes, ti sorditatem meam. Tu as crié, tu as vociféré, et tu as fait fuir ma surdité. Fragras, tu as resplendi, et tu as fait éclater mon aveuglement. Tu as embaumé et je t'ai respiré. Je t'écoutais, gustavi et exurio et sitio. Je t'écoutais et maintenant j'ai faim et soif de toi. Et puis il dit, estimé, tu m'as touché et j'ai brûlé et exarcin pacem tuam. Et j'ai brûlé dans ta peau. Dans ta paix et dans ma peau. Et donc, c'est au fond, je me suis dit, c'est ça l'intime. L'intime, c'est à la fois profondément corporel, hein, et c'est totalement, c'est physique, et en même temps, c'est Dieu. C'est-à-dire, ce qu'il trouve à l'intérieur, c'est pas lui-même dans sa profondeur, c'est un autre, c'est l'autre. Voilà. Il a tout d'un coup une révélation de l'altérité. Et en même temps du lien qu'il a profondément avec cette altérité. Et je pense que chaque fois que la pudeur est violée, et dans les camps c'est très très net, par exemple Charlotte Delbo, elle a des phrases magnifiques, elle dit « Ils ont mis nos mères nues devant nous, ici les mères ne sont plus mères à leurs enfants ». Je trouve que c'est la chose la plus bouleversante, c'est-à-dire que la pudeur violée fait éclater aussi les liens de filiation, alors que ça n'a rien à voir, enfin voilà. Et c'est ça la réserve. Quand on arrive à préserver sa réserve, c'est donc préserver cet intime. Mais cet intime, et j'en suis persuadée, ça n'est pas du tout quelque chose de... Enfin, la valeur de l'intime, c'est quelque chose qui est construit politiquement et historiquement à l'ère des Lumières, avec cette idée qu'on a la liberté, on doit avoir liberté de pensée, liberté de parole, liberté de religion, on doit pouvoir... préserver avoir des liens qui ne sont pas directement commandés par l'extérieur. Et ça demande des institutions. Parce que sans les institutions qui défendent cette protection de l'intime, il n'y a plus d'intime. C'est pour ça que tout ce qui est lié, pour moi, à la réserve, c'est un concept politique aussi. Alors que c'est pas du tout, enfin, je n'avais pas du tout vu comme ça au départ, mais c'est vraiment, le lien que je peux faire avec la réserve, avec aussi loin que c'est possible, que ça paraisse, d'aller de la pudeur à la résistance dans un camp de concentration, c'est quand même ça. Et ce que les déportés arrivent à maintenir, certains déportés, mais beaucoup en fait. Alors, c'est vrai, je ne m'intéresse pas spontanément aux héros et aux saints, mais ceux qui ont traversé tout ça et qui ont parlé de leur expérience ont souvent parlé par exemple, de manifestations culturelles à l'intérieur du camp. Alors, ils ont du mal à en parler parce que c'est tellement contre-intuitif qu'ils se disent, il vaut mieux pas dire qu'on faisait du théâtre à l'intérieur du camp ou qu'il y avait des récitals de poésie et de chansons, parce qu'on va nous dire, ah bon, c'était pas mal alors, finalement c'était pas si terrible. En fait, ce sont des moments qui sont systématiquement utilisés pour sans nier l'oppression du camp, sans nier la situation dans laquelle ils sont, c'est-à-dire une situation de domination totale, avec la mort éventuellement comme ça le lendemain, enfin, sans aucune raison, sans aucun pourquoi. Ils créent même des représentations théâtrales en costume, avec les moyens du bord. Ils créent des événements qui les relient non seulement à leur passé, parce qu'évidemment ils le font à partir de tout ce qu'ils ont appris, et que collectivement ils arrivent à réorganiser, mais ils le font et tout d'un coup ils créent à l'intérieur de cet espace, de l'espace du camp qui est un espace
comment dire, enfin qui ne devraient pas exister, mais en tout cas dans lesquels ils sont, il crée une nouvelle relation à l'espace et au temps. Il se relie à la fois à toute la culture et donc à toute cette ailleurs qui continue à exister. Il refuse en quelque sorte de se laisser totalement opprimé par ça, avec l'idée que ça y est, c'est fini. Donc il continue à se projeter, à se relier avec un ailleurs. Il se relie à leur passé, il se relie à tout ce qui continue à exister malgré tout à l'extérieur du camp, et il crée entre eux un nouvel espace-temps, ce que Denis Pelletier a appelé, le jour où je soutenais où j'étais censé soutenir ma thèse, une expérience de démocratie éthique. De démocratie parce que elle est dans ces concours de poésie ou de chansons, on pouvait réciter aussi bien du Mallarmé qu'on l'appelait Nini pour le chien, ou bien le ton des cerises. L'important, c'était de créer cet espace à travers la culture. Et la culture, c'est une de ces, donc si on suit Winnicott toujours, c'est une de ces symbolisations qui a été rendue possible donc, par cet espace intérieur, et c'est aussi ce qui nous relie à un ailleurs à la fois spatial et temporel. Et ça va, et la culture, c'est pas uniquement la culture lettrée, ou ça peut être les recettes de cuisine, n'importe quoi. Voilà. Mais c'est au fond ça, cette forme de résistance, une résistance qui ne nie pas le réel, qui refuse de s'y plier corps et âme, ce que les musulmans n'arrivent pas à faire parce qu'ils sont trop, les musulmans au sens du camp bien sûr, parce qu'ils sont physiquement trop abîmés et trop faibles. Mais tant qu'il y a cette espèce de résistance possible, voilà une des façons dont la résistance peut se faire. Et vraiment, c'est une résistance de réserve, c'est une réserve de résistance et une résistance de réserve. Et ça, ce n'est pas contradictoire ni avec d'autres formes de résistance. Mais celle-là, si on y croit vraiment, et moi j'y crois, je pense qu'elle est en quelque sorte presque toujours possible. En tout cas, elle nous est donnée dès le départ. Et c'est pour ça que c'est optimiste, d'une certaine façon. Oui, tout à fait. On se sent capable de réserve en vous lisant, et puis on peut le transposer. C'était frappant parce qu'au moment où sortait votre livre, il y avait ce spectacle que peut-être certains d'entre vous ont vu, de Mohamed El-Khatib, La vie secrète des vieux. Donc c'était joué par des personnes de plus de 75 ans qui jouaient en fait leur propre rôle, et l'une d'elles à un moment raconte que pendant qu'on lui fait la toilette, elle dit très littéralement, j'avais entendu ça sur France Culture, j'avais noté pour vous l'envoyer, je récite Bérénice pendant la toilette, la poésie me couvre. Et je me souviens vous avoir tout de suite envoyé ce mot, parce que c'était exactement ce que vous mettiez au jour. En fait, c'était vraiment exactement cette notion de réserve. Toutes ces choses dans la vie auxquelles on ne prête pas forcément attention, on en parlait à un moment donné aussi, la réserve en cuisine. Je réserver dans les recettes de cuisine, réserver, préparer votre réduction, de la réserver, parce que vous allez en avoir besoin plus tard. Et en fait, cette réserve dont vous parlez, on ne la réserve pas consciemment, justement. Mais il y a toutes ces choses qu'on a apprises, peut-être Bérénice, peut-être une chanson, peut-être n'importe, et qui en fait vont venir dans ces attentats permanents à la pudeur, recréer. Je trouvais très beau qu'elle dise ça me couvre, la poésie me couvre en fait. Et c'est souvent la poésie. Et je me suis demandé, en repensant, en relisant des extraits pour préparer notre rencontre de ce soir, je me suis demandé s'il n'y avait pas aussi, vous parlez de quelque chose de politique et des institutions très importantes, toute votre réflexion débouche là-dessus, mais aussi au sens de la gratuité. Ça m'inquiète beaucoup parce que je ressors de l'université où il y avait des débats sur les coupes budgétaires qui forçaient à éliminer certaines options, etc. Je me disais, ça commence vraiment à sentir mauvais, parce que justement, la poésie, qu'est-ce que c'est ? C'est complètement gratuit, la musique, c'est gratuit. Enfin, voilà, en fait, souvent,
ce qui va être mobilisé comme réserve, en tout cas quand ça se manifeste, parce que la réserve en soi, tout ce qu'on en trouve là, c'est des traces en fait. Vous trouvez des traces de cet espace-là, puisque cet espace en lui-même, il est tellement difficile à circonscrire. Mais en tout cas, dans ces manifestations, souvent, ça s'appuie sur quelque chose de parfaitement gratuit. Est-ce que ça vous... Ah oui, ça s'appuie sur quelque chose de gratuit, à condition que quelqu'un paye aussi pour que les institutions... On est bien d'accord, d'où la dimension politique. Non, mais bien sûr, parce que c'est un... comment dire? Moi, ce qui m'a frappé, c'est que justement, quand les déportés parlent de culture, ils parlent aussi bien de cuisine, hein, de chansons, que de Molière, ou bien Proust, voilà. Et quelqu'un, dans une conférence là, à Lille, m'a interpellé en disant « Oui, mais alors c'est que les gens très très cultivés qui parlent. » Je dis « Non, non, c'est pas ça, simplement ceux qui ont réussi ensuite à transformer l'expérience, enfin c'est même pas une expérience, ce qu'ils avaient vécu en un texte qui soit justement un texte littéraire, entre guillemets, c'est-à-dire qui soit pas qui arrive à toucher un public beaucoup plus large que simplement ceux qui ont vécu les mêmes choses, parce qu'il y a eu énormément de textes qui ont été produits, aussi bien après la guerre de 14, contrairement à ce qu'on dit quelquefois, qu'après la guerre de 40, il y a eu énormément de publications, mais très peu ont survécu à l'espèce de répétition de l'horreur, etc. Et ceux qui ont réussi à transformer, comme Antelme, comme Lévy, comme Chalamov, comme, je sais pas, Solzhenitsyn, enfin, qui en font quelque chose de plus général, arrivent à toucher et à faire sentir que cette situation atroce des camps, on la retrouve aussi, quelqu'un qui est depuis l'enfance enfermé dans un corps souffrant, ou bien, enfin je pense à ceux qui sont atteints de maladies génétiques, y compris les maladies orphelines, et puis, ou bien quelqu'un qui souffre terriblement, une affection de longue durée qui de toute façon va déboucher sur la mort. Ce sont des gens qui se sentent en quelque sorte enfermés. Ce sont des expériences de captivité, disait le philosophe Gabriel Marcel. Et comment arriver à vivre, je pense aussi à Claire Marin qui a écrit un très très beau texte, Sortir de soi, c'est ça ? Hors de moi, oui. Et qui arrive à transformer cette épreuve en quelque chose qui soit généralement à la fois publiable et reçu. C'est-à-dire l'important, c'est que le sens de ce qui a été vécu arrive à être ressenti et transmis. Et là encore, il faut qu'il y ait des institutions pour ça, il faut qu'il y ait des éditeurs, il faut qu'il y ait des universités, il faut qu'il y ait des centres de recherche, il faut qu'il y ait de la culture et de la culture partagée, de la culture vivante. Sinon, cet espace que j'ai en moi, eh bien, il reste, il est assez faible. Et donc, l'intime, je ne crois pas qu'on peut, quand je dis on peut, comment devient-on en refusant, ça me paraît pas la bonne question, mais parce que ça ne se prépare pas comme une préparation à un examen, à un concours. Mais par contre, comment trouve-t-on les conditions politiques, économiques, sociales qui permettent à cette intime réserve d'être efficace et d'être éthique? Ça reste important. Le combat, il est en quelque sorte plus sur les moyens de le faire vivre, de le préserver, et qui sont effectivement très, très menacés aujourd'hui, que sur une sorte de travail stoïcien ou personnel. Enfin, les deux ne sont pas incompatibles, mais je pense qu'il faut effectivement les deux. Il y a encore une chose que j'ai trouvée très éclairante et très, très puissante, c'est la réserve comme retenue au sens où vous l'interrogez plus dans le cinéma, mais ça commence déjà avec Antelme. C'est-à-dire que vous nous racontez cette histoire folle d'Antelme qui est cherché par son ami Mascolo, tenu quasiment pour déjà mort, et qui va parler dans une logorée infinie pendant ce voyage, en se disant je vais mourir, il faut que je dise, et en fait qui va publier tout à fait autre chose. C'est-à-dire que l'espèce humaine, c'est pas
tout ce qu'il dit là, tel qu'il le dit dans cette voiture, à ce qu'il suppose être l'article de la mort, à son ami venu le chercher et qui l'amène en espérant que peut-être il arrivera jusqu'à Paris, mais en en doutant énormément. Et finalement, il y a un effet de transformation. Et ça m'a beaucoup touchée aussi parce que, pour avoir été membre de la commission Sauvé, j'ai toujours trouvé que j'étais toujours très marquée et très émue dans les dépositions dont nous étions témoins, qu'on écoutait, de cette forme de retenue et de soin de celui qui doit entendre l'horreur par celui qui a dû la vivre. Et ça, c'est encore une autre déclinaison de la réserve. C'est qu'en fait, si je veux pouvoir me faire entendre, je dois raconter les choses avec beaucoup de contenu. Et ça, c'est une grande question aussi. Vous l'interrogez dans le cinéma. Qu'est-ce qu'on montre? Qu'est-ce qu'on montre pas? Ouais. Comment est-ce qu'on peut se faire entendre quand ce qu'on a vécu est au-delà de l'entendable? Il y a deux choses, enfin il y a plusieurs choses. On revient à pourquoi fallait-il qu'elle meure, au viol de Lucrèce. Mais je crois qu'il y a plusieurs choses. Alors d'abord, il y en a une qui est qu'un traumatisme, comme l'inceste, le viol, ce qui est vécu dans les camps, ce ne sont pas des expériences, ce sont souvent des épreuves pour lesquelles il n'y a pas de mots, il n'y a pas de langage, il n'y a pas de parole, et ça n'est pas transformable justement en expérience. Donc tel quel, ça ne peut pas être retransmis à l'extérieur, parce qu'en réalité, Antelme le dit très bien, il a une lettre, donc il écrit à Mascolo, dans l'auto, donc entre Dachau et puis Paris, où il rejoint Marguerite Duras, enfin son épouse. Il est délirant, il doit avoir 45 degrés de fièvre, il pèse 35 kilos, il mesure 1m90, il est en train de mourir et il raconte, il dit, en fait on ne sait pas ce qu'il dit, ni Mascolo ni Marguerite Duras, après dans le livre que vous avez peut-être lu, La douleur, ne raconte ce qu'il raconte, on ne sait pas, probablement c'était d'ailleurs incompréhensible, ça devait être je ne sais pas, c'était comme sous l'effet d'un délire, avec plus de 42 degrés ou 43 degrés, ça doit être assez terrible. Et puis de toute façon, ça n'est pas articulé. Voilà, c'est un peu, ça doit être, enfin j'imagine très bien que ça devait être une sorte de bouillie absolument incroyable. Et quand il commence à reprendre un peu du poil de la bête, si on peut dire, là il se dit tout d'un coup, mince, maintenant je ne sais plus ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas. Et parce que ce que j'étais dans le camp, je ne le suis plus. Mais si j'essaye de dire ce que j'étais, je mens, je suis une sale putain. Je vais être obligée de mettre des mots qui en fait ne correspondent pas parce que ce que j'ai vécu c'était sans mots, sans S-A-N-S mots. Et je pense que c'est le grand problème des gens qu'on fait témoigner ou qui parlent de viol ou de choses qu'ils ont traversées, parce que pour être entendus, il faut qu'ils trouvent un langage, il faut qu'ils inventent quelque chose, et ils sont profondément, je pense, marqués par l'idée que ce qu'ils racontent, ce qu'ils disent ne correspond pas. Et Antelme, il le dit, maintenant, là où j'étais, je n'avais pas de parole. Maintenant, j'ai la parole, mais je ne suis plus là, je ne suis plus là-bas. Et le grand problème de notre... je pense que c'est un problème vraiment... c'est le problème de la justice, et c'est le problème de ce que nous entendons par vérité. Vous savez que nous avons trois, dans l'Occident, dans notre culture philosophique occidentale, on peut dire on a trois mots pour vérité. On a à la fois le mot, il y a le mot hébreu, Rémet, c'est la vérité c'est la promesse divine, et on est dans la vérité quand on pense vraiment à la continuité de cette promesse divine et qu'on y croit. Voilà. Et puis il y a aletheia, qui est le concept grec que les psychanalystes adorent, c'est le dévoilement de ce qui a été oublié, donc c'est ça la vérité. Et puis il y a le mot vérité, ça vient de veritas en latin, et avant d'être une compagnie d'assurance pour les armateurs, veritas c'est... Au fond, c'est une norme juridique et rationnelle. Et ça renvoie à la justice et au témoignage. La vérité
d'une affaire, c'est ce que le témoin, c'est la vérité, enfin c'est la véracité, la véridicité que le témoin arrive à mettre dans son discours. C'est seulement comme ça, en racontant quelque chose qui est véridique, vérifiable, vrai, qu'on arrive à la vérité. Ce qui fait que la justice a besoin de récits qui soient convaincants, et les gens en face ont en fait vécu que des choses qui étaient complètement chaotiques et sans parole. Et comment vous sortez de ça? Alors la plupart, c'est ce que fait Antelme. D'abord, il dit si je parlais de ce qui s'est arrivé, je serais qu'une sale putain. Et puis un an après, il publie L'espèce humaine. Mais il met en 1947 une préface où il dit en fait, la seule façon de pouvoir parler de tout ça, ça va être de faire appel à l'imagination. En quelque sorte, il nous alerte sur le fait que ce qu'il raconte, et Dieu sait que c'est prenant, enfin l'espèce humaine, c'est quelque chose vraiment qui vous prend aux tripes. On sent avec lui la faim, la peur, etc. Mais il y a quelque chose de réélaborer, d'élaborer, donc c'est le sens si perturbant pour nous du lien entre la fiction entre la fiction et le réel. La fiction, c'est ce qui est fabriqué, ça n'est pas forcément faux, ça n'est pas mentir, c'est essayer de trouver une forme qui donne accès au réel et qui soit transmissible, parce que sinon on reste simplement avec sa propre histoire. Mais il y a aujourd'hui dans notre obsession aussi de la transparence et du récit quelque chose de profondément impudique et de très violent, je trouve. On devrait respecter aussi le droit au silence, tout simplement. Il doit y avoir un espace, enfin c'est pas que mon intime n'est pas... Il doit y avoir le respect d'une sorte d'énigme qui reste, enfin de quelque chose qui doit rester non élucidé. Non élucidé d'une part parce que celui ou celle qui en parle de toute façon n'arrive pas à l'élucider même pour lui-même, et au fond toutes ces commissions, enfin ou ces dépositions sont à la fois libératrices parce qu'il faut aussi que les coupables soient punis et que les choses s'arrêtent, qu'on dise à quel point ça n'est pas acceptable, mais en même temps c'est au prix quand même d'une souffrance absolument épouvantable pour ceux qui sont victimes de tout ça. Et je vois pas comment on peut s'en sortir, parce que notre idée de justice, elle passe aussi, vous savez, c'est toute l'affaire du consentement. Qu'est-ce que c'est que consentir? Il faut, pour qu'il y ait une action en justice contre quelqu'un, il faut qu'on prouve qu'il a usé de violence, de contrainte et qu'on n'était pas consentant. Mais c'est un peu comme la réserve. Enfin, c'est quelque chose qu'on a du mal à alors qu'est-ce que c'est que consentir pour une prostituée, par exemple? Pour un migrant qui traverse et qui consent à payer un passeur et à se mettre en route dans des conditions épouvantables, on peut dire qu'il le fait volontairement, c'est ce que disait le passeur d'ailleurs, écoutez, voilà. Et d'ailleurs c'est ce que dit aussi la justice, puisqu'on les renvoie, on part donc du principe qu'ils sont coupables, on va les renvoyer chez eux, ils n'avaient qu'à pas venir, ils n'avaient qu'à pas consentir. Bon voilà, quand une femme dit je me prostitue parce que c'est une façon de gagner de l'argent un peu moins nulle que d'être exploitée par un chef d'entreprise ou un patron, c'est aussi consentir. Et Balzac disait le mariage est une prostitution légale. Enfin voilà, donc le consentement, la vérité, tout ça c'est vraiment compliqué. Et c'est pour ça que il y a dans la réserve aussi quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est la question de la retenue et du minimum. C'est-à-dire, d'abord, si je veux montrer à quel point la situation est épouvantable, il faut que je sache le faire moi-même de façon retenue. Parce que sinon, je ne fais que terroriser mon public, et de toute façon, il fermera les yeux
il dira qu'il ne veut pas savoir. Très souvent, quand je parle de presse un peu obsessionnelle, quand on travaille sur la déportation, on s'en sort plus. Hein. Mais quand je parlais de mes travaux, de mes recherches, ah non, tu vas pas me raconter ça, c'est épouvantable, encore c'est tellement triste, voilà. Bon, bref. Donc il faut trouver une forme. En tout cas, ce que je retiens de ce que vous dites aussi, c'est que la réserve n'est pas un espace saturé et qu'elle se construit aussi, avec du silence. Quand votre livre est paru, c'est vrai, Thomas l'a rappelé, il a attiré l'attention de plusieurs médias importants. Thomas a cité Le Monde, Le Temps, il y a aussi Libération, et quand je vous en ai félicité, vous avez, avec pudeur peut-être, modestie en tout cas, opposé à ça que c'était pour de tristes nouvelles que cette notion de réserve pouvait intéresser l'actualité. Certes, mais en même temps, ce livre-là opère, crée cet espace de réserve, il participe à ce qu'il nomme en fait en le créant, et de ça vraiment je vous remercie. Vous citez Germaine Tillon et cette phrase terrifiante qui résonne certainement à chaque époque dans les esprits vigilants, qu'aucun peuple n'est à l'abri d'un désastre moral collectif. Et en ce sens, je pense que votre livre et cette notion de réserve, ce serait peut-être ambitieux d'en faire une prévention, mais en tout cas, alerte et en même temps offre un espace aussi de dialogue et de culture entre ceux qui le lisent, et un espace pour chacun qui se plonge en fait dans cette notion. Donc merci beaucoup. Je voulais évidemment vous laisser l'occasion de poser des questions et de profiter de la présence de Laure Borgomano pour peut-être intervenir, commenter, déployer aussi ce mot de réserve avec nous, ou poser une ou l'autre question de compréhension, cas échéant aussi. Ne soyez pas réservés. C'est-à-dire maintenant, on sent peut-être. Merci beaucoup, madame. Peut-être je viens de la culture asiatique, donc c'est vraiment la culture très très réservée. Donc, dans un certain point, je suis vraiment un peu raisonné et je suis vraiment d'accord pour la nécessité de réserve. Surtout notre culture contemporaine, on est toujours un peu obligé d'être actif, toujours être transparent. Dans ce point-là, oui, je me sens un peu mal à l'aise. Mais en même temps, je me sens en tant que peut-être, oui, la personne asiatique, un peu trop réservée. Ça faisait aussi beaucoup de problèmes. Donc pour moi, un peu de dialectique entre être réservé, être arrêté, mais en même temps, oser dire, oser à dire, c'est aussi très important. Donc mon question, c'est, est-ce que vous pensez que être réservé, c'est aussi la source du pouvoir de oser parler, oser à dire? C'est ma question. Ah oui, merci beaucoup pour cette remarque. C'est vrai, il faut insister sur le fait qu'il n'y a pas d'opposition entre réserve et engagement, entre individu et collectif, et aussi entre l'audace. C'est ce qui m'a frappé d'ailleurs quand on pense à ce que c'est qu'une réserve. Au fond, une réserve, on fait des réserves pour pouvoir ensuite agir. C'est-à-dire que ça n'est qu'un sas, un passage qui permet, parce qu'on se met temporairement à l'écart, parce qu'on se délie du réel, du réel éprouvant, mais de façon à pouvoir se colter ensuite à nouveau à ça. Et maintenant, l'autre aspect de votre question qui m'intéresse beaucoup, c'est que
moi j'ai travaillé uniquement avec des textes au fond écrits par des Allemands, des Anglais, des Américains, des Français, des Italiens, des Espagnols. Au fond, je reste dans un monde très, culturel très fermé. Et c'est vrai que le nazisme a essentiellement, les camps en tout cas, ils étaient en Pologne, ils étaient en partie en Allemagne, très peu, les camps d'extermination en tout cas en Pologne, j'ai très peu de contacts et de connaissances avec d'autres cultures. J'ai un peu les cultures du Proche-Orient, et quand je lis effectivement des récits sur les prisons syriennes ou irakiennes, c'est d'une violence beaucoup plus crue et beaucoup plus... Et j'arrive pas à les lire en réalité, parce que ça n'est pas ma culture. Ça, merci d'avoir souligné ça. Il y a des aires culturelles dans lesquelles nous vivons, et c'est dans cette ère-là, ère-là, et ère-là aussi, que nous pouvons trouver des formes de communication. Mais ça ne résout pas la question de... Alors, c'est pas l'incommunicabilité, mais disons pour arriver à lire ou à toucher d'autres cultures, il faut probablement d'abord plus de connaissances et de cultures que je n'en ai, mais il faut aussi respecter qu'il y ait des cultures différentes et des façons différentes de vivre cet espace intime qui, je pense, lui, alors est vraiment anthropologique. Je dis ça parce qu'au fond, le premier qui en parle, c'est Averroès, qui est quand même d'une autre culture que notre culture occidentale, et donc il y a quand même quelque chose, je pense, de commun, mais qui ensuite prend des formes à chaque fois différentes. Ouais, merci beaucoup. Merci. Oui. Merci beaucoup. Merci à tous deux pour cet échange passionnant. Laure, en dépit de toute réserve, je vais te tutoyer si tu veux bien, parce que c'est comme ça qu'on se parle d'habitude. Ce que tu dis de la réserve aussi comme construction intime, subjective, mais aussi comme construction politique, sociale, collective, est-ce que ça nous permet de regarder sous un jour nouveau cette notion très contemporaine de résilience, avec toutes ces injonctions individualistes et individualisantes? Et est-ce que ça ne permet pas de forger une critique de cette notion de résilience? Comment est-ce que tu entends ces affaires-là? Oui. Je n'ai pas employé le mot résilience une seule fois dans les 300 parce que, précisément, il y a dans la résilience, telle qu'on la conçoit aujourd'hui, quelque chose du travail sur soi, c'est Cyrulnik, c'est quelque chose de très individuel, et qu'on peut travailler, qu'on peut partager, mais au fond, c'est avant tout quelque chose d'individuel. Et je pense que c'est ça la grande différence avec la résistance. Il y a dans le terme de résistance, même le terme de résistance banale, quelque chose qui est immédiatement collectif. Et l'intérêt pour moi de travailler sur la déportation, c'est que précisément c'est une expérience collective. Et que la notion de résilience, elle est devenue, d'abord elle est devenue un peu tarte à la crème, et puis elle peut être contre-productive, c'est-à-dire qu'en gros, si on veut, on peut, quoi. Enfin voilà, vous allez pouvoir vous en sortir. Moi, je ne dis pas ça du tout. Il y a des gens qui sont vraiment écrasés. Mais collectivement, il y a quelque chose à faire, à construire, pour permettre à nos modestes capacités de résistance d'être efficaces. Et je suis aussi très, comment dire, je suis abonné, je suis fonctionnaire, donc je suis abonné à un site qui s'appelle, tout le monde peut s'y abonner, le servicepublic.fr, et vous avez toutes les informations. J'ai vu que désormais, parce qu'on est dans une situation de guerre déjà, de guerre, c'est-à-dire de guerre sous le conflit armé, puisqu'on n'est pas attaqué directement, mais il y a toute une série d'événements quotidiens qui font que petit à petit,
on perd confiance dans nos institutions, dans les parlementaires, dans les hommes politiques, mais même dans notre façon de vivre, dans notre culture, dans nos valeurs. On est sans arrêt sidéré par le fait que n'importe quoi peut servir de chantage. Les taxes, le commerce, les migrants. Ah ben, si vous faites pas ça, moi je lâche tous les migrants, dit la Turquie, si vous ne payez pas. Vance qui dit, enfin le vice-président qui dit à la conférence sur la sécurité de Munich, une grande conférence de stratégie, n'allez pas croire que l'OTAN va vous protéger si vous mettez des limites à nos plateformes numériques. Et des contrôles, et la liberté de penser, ça devient la liberté d'opinion, de dire n'importe quoi. Et au fond, on se dit, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, dans ces situations? Alors, évidemment, si on pense uniquement à la résilience, on ferme le poste, on n'écoute plus la radio, on fait, je sais pas, on se limite à une petite vie comme ça, un peu étriquée. Et il n'y a pas de véritable préparation politique aujourd'hui, en tout cas en France, à la possibilité d'un conflit qui passerait au-delà même de ce conflit sous le seuil, parce que je vous rappelle quand même que nous avons, d'une part, nous sommes membres de l'OTAN, avec un article 5, et que d'autre part aussi dans l'Union européenne, il y a un article de défense collective, et que donc si quelque chose arrive à la Pologne, à la Finlande, à l'Estonie, etc., nous sommes tenus de réagir, pas forcément par les armes, mais nous sommes tenus d'intervenir. Or, tout nous laisse penser que c'est tout à fait possible, et en même temps, le gouvernement se replie de plus en plus sur, par exemple, ce terme de résilience. Il y avait autrefois sur le site du service public un truc qui s'appelle kit de survie. C'est-à-dire que quand il y a, c'est très très important, quand il y a une catastrophe, qu'elle soit technologique, naturelle, une inondation, l'explosion d'une usine très... Enfin, puis on a quelques installations nucléaires quand même. Enfin, nous, en tout cas, à Lyon, on n'est pas très loin du budget. Eh bien, il faut savoir comment réagir. Une des questions, c'est comment réagir. Ça consiste aussi comment ne pas embêter les pouvoirs publics qui vont intervenir. Donc, comment pouvoir rester chez soi pendant 3 jours, 8 jours, 15 jours, sans se précipiter dans le supermarché du coin parce qu'on n'a pas de bougie et on n'a plus d'allumettes. Eh bien, désormais, ce kit de survie s'appelle, je sais pas quoi, préparation de résilience. C'est comme si on avait peur, au fond, et comme si et c'est aussi une façon de, je sais pas comment dire, non pas de responsabiliser, mais au contraire de culpabiliser chacun. C'est à vous personnellement. Mais en fait, non, c'est collectivement qu'on peut résister. Et c'est pour ça que la notion de résilience, d'abord c'est une notion de physique, vous savez, la résilience c'est quand c'est tout à fait différent de la résistance. La résilience en physique c'est la résilience qu'on appelle ça, d'un ressort, c'est-à-dire que le ressort est tendu et puis il revient, voilà, à sa forme initiale, il est résilient. Finalement c'est un concept de physique, ça n'a rien à voir avec l'éthique. Et tandis que la résistance, ça n'est pas revenir au statu quo ante, surtout pas, mais surtout pas. C'est à la fois être capable d'être comme dans le statu quo ante, mais pour changer quelque chose. Là, pour le coup, je reviens au sens de résistance, au sens du Conseil national de la résistance, enfin, qui était à la fois une façon de refuser l'occupation et le nazisme, mais aussi de préparer un futur et de mettre en place politiquement autre chose, rien à voir avec la résilience. Merci beaucoup de cette question, qui me tient beaucoup à cœur en fait. Je rebondis, madame, je me permets de rebondir sur le fait que vous avez cité que dans les camps de déportation, il y avait, disons, des activités à la fois musicales, théâtrales ou autres. Et j'ai eu le témoignage d'un de mes anciens confrères qui était mon serviteur, c'est-à-dire c'était mon expert en
en urologie. Et ce monsieur, je savais qu'il avait été déporté à Buchenwald. Il n'en parlait pas. C'est mes employés qui m'avaient dit, ce médecin, il a été déporté. Et le jour où j'ai quitté mes fonctions, il est venu me voir. Il m'a dit, vous savez, vous devez le savoir, j'ai été déporté à Buchenwald. Mais je n'en parle jamais. Mais aujourd'hui, je pense que c'est le kairos, le bon temps pour en parler. Et il m'a dit, vous savez, j'avais 22 ans, 23 ans quand j'étais à Buchenwald, et vous ne pouvez pas vous imaginer ce que l'on a fait, les copains et moi. Eh bien, on a fait de la luge, hein, au nez, à la barbe, des gardiens. Et il m'a dit, je lui dis, mais c'est pas possible, il dit si. Et c'est là qu'il m'a signalé, vous savez, il y en a d'autres qui faisaient de la musique, ils se racontaient des histoires, ils remimaient des pièces de théâtre. Et effectivement, cet homme, à la fois, avait envie de dire quelque chose qu'il avait emmagasiné et mis en quelque sorte dans un coin de son être, et il avait aussi cette pudeur de ne pas le dire de façon expressive. Et ça m'avait beaucoup fait réfléchir, et en particulier, je voulais sortir d'un stage où, à propos des attentats, l'attentat provoque une effraction cérébrale. Et à partir de ce moment-là, l'effraction cérébrale étant faite, on a des difficultés d'adaptation qui prouvent que la réserve, ben, c'est pas un mammot. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Alors, ah oui, c'est tout à fait intéressant et ça pose deux questions. Il y a un type de discours sur la déportation, ou de discours sur le viol, ou de discours sur l'inceste, ou de discours sur la torture, qui devient un discours formaté. Et on n'a pas, souvent les gens sont coincés dans cette idée que s'ils ne correspondent pas à ce discours formaté, on ne va pas les croire. C'est très très vrai des demandeurs d'asile qui demandent l'asile parce qu'ils ont été maltraités, torturés, etc. Ils finissent par inventer un récit dont ils pensent que ce récit va être plus convaincant. Alors d'une part parce que quelquefois c'est juste impossible à dire, et d'autre part parce qu'ils se mettent dans la peau de celui qui va écouter, et ils pensent qu'il faut, c'est ça qu'il faut dire. Il y a une espèce oui, c'est ça, de formatage qui est extrêmement pénible pour celui qui a tout à fait conscience, évidemment, qu'il n'est pas en train de dire ce qu'il voudrait dire, mais qui en même temps se dit que voilà. Et la connaissance, enfin la diffusion des activités de type de culture, alors c'était pas simplement dans les blogs, mais aussi sur la place d'Appel, où les gens se racontaient plein de choses. Christian Pinault, qui était un résistant pur et dur, et qui se retrouve à Buchenwald, lui aussi, il dit que sur les places d'appel, les gens, qui duraient pendant des heures, ces appels incroyables, les gens se racontaient et échangeaient des propos, mais vraiment enflammés, sur la politique, la religion, la vie, enfin l'amour, la cuisine. Et il dit, en aucun autre lieu dans ma vie, je n'ai entendu pousser aussi loin la dispute sur l'art de cuire une daube et sur l'existence de Dieu. Donc c'est une sorte de... Oui, enfin c'était spontané au fond, et ça n'est pas simplement que de la grande culture, voilà, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Mais c'est difficile à dire, ce genre de choses. C'est pas le genre... Quand les gens ont parlé de la... Enfin, très vite, les camps ont été vus d'une façon très très binaire, les bons, les méchants, les bourreaux, voilà, les victimes. Et pourtant, dès 46-47, Primo Levi dit ce qui est important, c'est la zone grise, c'est-à-dire cette zone où on est à la fois
écrasés par un pouvoir non éthique, enfin mortifère, et en même temps on est pris, on est contaminé aussi par lui. Ouais. Et puis on s'en sort, mais par autre chose que la victoire en chantant, voilà, nous ouvre la barrière. Voilà, et c'est pas facile à dire. Et on peut le dire effectivement que très très longtemps après. Ouais. D'où la limite aussi pour les historiens de ce qu'on peut. Enfin, je suis épatée par le fait que la connaissance et la recherche sur les camps n'arrêtent pas. Et à chaque fois, on trouve des choses encore plus surprenantes. Reste-t-il une dernière question? Eh bien, si ce n'est pas le cas, il nous reste à remercier Laure Borgonano et Marie Moulin-Collard pour cette présentation.